Maladie cœliaque, intolérance, allergie, hypersensibilité, le gluten n'a pas la cote. Ces 5 dernières années, le sans gluten a connu une croissance de 20% et réunit près de 12 millions de consommateurs réguliers en France. Mais qu'en est-il vraiment? Le gluten est-il vraiment si difficile à digérer? Faut-il arrêter de manger du gluten? De quoi parle-t-on quand on parle d'intolérance? On fait le point dans cette nouvelle édition de 30 minutes santé, l'émission de l'INSERM, l'Institut de la santé et de la recherche médicale. Gluten, ami ou ennemi? Pour en parler, nous sommes en compagnie de Nadine Serf-Bensussan, directrice de recherche INSERM, Institut Imagine, Grand Prix INSERM 2023. Bonjour Nadine. Bonjour Elodie. Et de Cédric Agaès. Cédric, vous êtes diététicien, vous faites partie de l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle au Centre de recherche épidémiologique et statistique, le CRES, c'est plus facile à dire. C'est ça. C'est tout juste. Très bien, rentrons tout de suite dans le vif du sujet en commençant par donner quelques définitions. Alors Cédric, qu'est-ce que le gluten exactement? Alors le gluten, c'est un réseau de protéines qu'on retrouve principalement dans les céréales. Très bien, et alors quelles céréales? Alors tout simplement le seigle, le blé et l'orge principalement, et également leurs cousins apparentés type l'épeautre. Et on peut le retrouver malheureusement de façon contaminée dans l'avoine. Contaminée, c'est-à-dire? C'est-à-dire que tout simplement, soit au sein du champ, soit dans les endroits de stockage des céréales, il peut y avoir des fragments des céréales qui en contiennent qui vont se contaminer justement l'avoine. Très bien. Et alors ce gluten, à quoi il sert exactement? Eh bien, comme son nom l'indique, puisqu'il veut tout simplement dire colle en latin, il va permettre de donner, notamment aux pâtes qui contiennent des céréales, à la fois l'élasticité et la structure. Ça fait cette espèce de structure comme ça, d'ailleurs, alvéolée du pain. On a une petite infographie pour montrer comment est constituer ce gluten. Alors il contient 2 ingrédients principaux, les gluténines et les gliadines. Ce sont 2 protéines qui sont présentes dans les céréales, hein, corrigez-moi si je me trompe. C'est des protéines, c'est pas 2 protéines, c'est un ensemble très important de nombreuses protéines, il y en a plus des centaines. Ce sont 2 des protéines, protéines. Qui sont présentes donc, dans les céréales et qui, lorsqu'on hydrate et qu'on pétrit la pâte, s'associent et créent le gluten, cette colle dont vous nous parliez. Et en fonction des céréales dont on parle, les protéines ne sont pas forcément les mêmes. Il y a des variations. Exactement. Et alors, ce gluten, c'est ce que nous, on mange, et c'est là que peuvent commencer les problèmes, Nadine. Et donc là, on parle d'allergie, d'intolérance, de maladie cœliaque, d'hypersensibilité. Beaucoup de mots qu'on confond souvent, et en réalité, il s'agit bien de 3 choses différentes. Absolument. Donc la première, c'est la maladie cœliaque, qui est bien connue, d'ailleurs, depuis sa description au 1er siècle après Jésus-Christ par Arathéus de Cappadoce et qui a été redécouverte à la fin du 19e siècle et qui est une maladie qu'on sait aujourd'hui apparentée aux maladies auto-immunes mais induite par l'ingestion de gluten. Et ce qui se passe, c'est que les fragments non digérés du gluten dans la lumière intestinale peuvent passer la barrière intestinale, activer le système immunitaire et de ce fait créer des lésions intestinales qui sont à l'origine des symptômes. Une deuxième entité très bien définie aussi, c'est l'allergie au blé, un peu moins fréquente, 0,1 à 0,5% environ dans la population. L'allergie au blé, c'est aussi une réponse immunitaire anormale, mais qui ressemble au phénomène allergique qu'on connaît comme les allergies au pollen. Elle fait partie des allergies alimentaires, comme par exemple l'allergie aux cacahuètes. Et puis, il y a une troisième entité qui est apparue plus récemment, qui est cette hypersensibilité au gluten, qu'on comprend mal parce que, contrairement aux 2 premiers cas où on a des tests sérologiques qui permettent facilement le diagnostic, on n'a pas aujourd'hui d'outils diagnostiques pour l'hypersensibilité au gluten. Alors cette hypersensibilité, Nadine, on y reviendra tout à l'heure et on va d'abord parler de la maladie cœliaque. On va se concentrer sur la maladie cœliaque dont vous êtes notamment experte. Alors 1% de la population mondiale, c'est énorme, c'est génétique, c'est bien ça ? Alors, en tout cas, il y a une forte prédisposition génétique. On ne fait pas de maladie cœliaque si on n'a pas un certain HLA, qui sont des molécules très importantes pour activer le système immunitaire. Et donc, les patients ont tous soit HLA-DQ2, ce qui est le plus fréquent, plus rarement HLA-DQ8. Mais on sait que ça n'est pas suffisant puisque 30 à 35% de la population occidentale a ce facteur de prédisposition et seulement 1% va développer la maladie. Quels sont les symptômes de cette maladie cœliaque ?
Alors, la maladie cœliaque, ça peut survenir à tous les âges. Et donc, chez le petit enfant, ça se traduit par de la diarrhée, des douleurs, éventuellement des vomissements. Et surtout, ce qui est typique, c'est le retard de croissance. Ça peut, même chez l'enfant, être beaucoup moins bruyant, avec une anémie, avec éventuellement des changements d'humeur. Et puis, ça peut apparaître tout au long de la vie. Et se manifester alors effectivement par les mêmes troubles intestinaux, de la diarrhée. Aujourd'hui, parfois c'est de la constipation, des douleurs abdominales, et puis éventuellement une perte de poids, surtout si on a de la diarrhée, et ou des signes plus frustes qui reflètent le fait qu'on a une mauvaise absorption, comme l'anémie, comme éventuellement des troubles de la fertilité, voire un retard de la puberté, ou des douleurs osseuses, voire éventuellement de la dépression. Mais dans une grosse partie des cas, il n'y a pas forcément de symptômes. Alors effectivement, il y a un grand nombre de cas, à peu près autour de 50%, de sujets qui n'ont pas de symptômes ou très peu de symptômes, et donc on parle effectivement de maladie cœliaque silencieuse. On se trouve malheureusement plus les femmes qui sont au moins 2 fois plus touchées que les hommes. Et enfin, on a aussi parmi certaines pathologies comme le diabète ou le diabète de type 1 ou la trisomie 21, plus de chances de contracter cette maladie cœliaque. D'accord, donc des facteurs de risque aggravants. Donc Nadine, comment est-ce qu'on pose le diagnostic? Si la première étape obligatoire, c'est un test sérologique, c'est-à-dire c'est une prise de sang qui permet d'aller identifier les anticorps très caractéristiques, très spécifiques de la maladie contre un auto-antigène qui s'appelle la transglutaminase. C'est une enzyme qui est importante pour le mécanisme de la maladie, qui permet en particulier de favoriser la présentation des peptides du gluten au système immunitaire. Et donc, on fait ce test. Chez l'enfant, aujourd'hui, si le taux des anticorps est extrêmement élevé, on fait un deuxième test sanguin et on s'arrête là. Si le taux des anticorps n'est pas suffisant, eh bien, et c'est aussi comme ça toujours chez l'adulte, il faut compléter le diagnostic par une biopsie intestinale qu'on fait sous endoscopie, qui permet d'aller mettre en évidence les lésions histologiques typiques de la maladie. D'accord, endoscopie, c'est quand on passe par la bouche. Cette endoscopie, c'est un tube qu'on passe dans la bouche et on passe à travers le tube une petite pince qui va aller prélever un petit bout de muqueuse qui ensuite sera analysée par les pathologistes. Alors si vous le voulez bien, on va regarder d'un peu plus près ce qui se passe dans l'intestin. On n'y va pas pour de vrai, on a une jolie animation. Alors la paroi de l'intestin, comme on peut le voir sur les images qu'on vous montre. L'intestin est recouvert d'une couche de cellules qui permet de digérer et d'absorber les nutriments. Et en fait, dans la partie proximale de l'intestin, qui est une partie très importante pour absorber, en fait, la surface de l'intestin se forme des villosités, ce qui permet d'augmenter considérablement la surface de l'intestin. Et effectivement, au cours de la maladie cœliaque, cette destruction de cette surface intestinale s'accompagne d'une perte des villosités, et c'est ça qu'on voit très bien sur l'examen histologique. C'est là que se concentrent les dégâts, c'est-à-dire qu'on passe de villosités donc, qui, comme vous le dites, font plus de surface en fait, pour absorber les nutriments, qui en fait sont éliminés. Et on a ce qu'on appelle une atrophie villositaire. Et alors, ces lésions, c'est ça qui provoque tous les symptômes qu'on a ? Oui, puisqu'on va diminuer de façon considérable la surface de digestion et d'absorption des nutriments. Et donc, si on n'absorbe plus, évidemment, on peut avoir la diarrhée et perdre du poids ou avoir un retard de croissance chez l'enfant. Ou on peut, de façon éventuellement plus subtile, avoir des carences, parce que c'est une partie de l'intestin où on absorbe le fer et la vitamine D. Donc, si on n'absorbe plus le fer, on va avoir une anémie. Si on n'absorbe plus la vitamine D ou le calcium, on va avoir éventuellement une ostéoporose, voire chez l'enfant, autrefois, il y avait des rachitismes qui, Dieu merci, aujourd'hui, généralement, on fait le diagnostic bien avant que les enfants soient rachitiques. Merci Nadine. Donc on comprend que la maladie cœliaque est bien comprise, même si on va le voir, la recherche continue. Ce que l'on comprend nettement moins bien, par contre, c'est l'hypersensibilité au gluten. À Toulouse, dans le laboratoire INSERM de Nathalie Vergnol, on cherche des réponses. À Toulouse, Nathalie Vergnol, directrice de recherche à l'INSERM, travaille sur l'hypersensibilité au gluten, qui toucherait jusqu'à 13% de la population, essentiellement des femmes. Alors, qu'est-ce que tu fais donc Alors, l'hypersensibilité au gluten, c'est une condition dans laquelle des patients chez lesquels on a identifié qu'ils n'avaient pas la maladie cœliaque. Ceci dit, ils ont des symptômes lorsqu'ils sont exposés au gluten. Un des symptômes les plus prégnants et les plus invalidants pour les patients, c'est la douleur abdominale qui est quasiment chronique. Ça se traduit aussi par un effet de ballonnement, surtout après les repas, chaque fois que ces patients sont exposés
dans leur alimentation à du gluten. C'est vraiment le symptôme sur lequel nous, ici au laboratoire, on travaille le plus pour essayer de comprendre les mécanismes de la douleur viscérale et essayer de trouver des traitements possibles. Mais déterminer si un patient est touché par cette hypersensibilité n'est pas si aisé. L'incertitude autour de l'hypersensibilité au gluten, elle vient de la difficulté qu'on a à diagnostiquer cette hypersensibilité. Ce qu'il faudrait faire, c'est hospitaliser les patients, les soumettre à un régime sans gluten pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, et puis ensuite les exposer à nouveau au gluten pour là identifier que lorsqu'ils sont réexposés au gluten, il y a une hypersensibilité. C'est pour ça que c'est très compliqué à faire pour que ce soit objectivé de façon scientifique le diagnostic de cette hypersensibilité. Alors, une partie de la réponse est peut-être dans le microbiote. Alors la différence entre les patients qui ont une hypersensibilité viscérale au sens large ou hypersensibilité induite par le gluten et les individus sains, c'est que, notamment sur le microbiote, ils n'ont pas le même type de microbiote. C'est-à-dire que ce ne sont pas les mêmes bactéries, le même type de bactéries qui sont présentes chez ces patients comparés aux individus sains. Alors le microbiote, on va en parler dans un instant. On comprend bien dans ce reportage que justement, on ne comprend pas encore grand-chose à cette hypersensibilité au gluten. Donc de là à savoir comment la soigner, on est encore loin. Par contre, soigner la maladie cœliaque, on sait faire. Oui, on sait faire, on sait soigner la maladie cœliaque, mais malheureusement on ne sait pas la guérir. Et grâce à Dick, depuis les années 1950, on sait que la seule façon de soigner les patients, c'est un régime sans gluten à vie. D'accord, ce qui n'est pas forcément facile à faire, Cédric. C'est pas facile du tout. Ça peut être facile chez soi, si on maîtrise toute la chaîne d'approvisionnement et qu'on sait éliminer les produits qui en contiennent et leurs dérivés. Mais du coup, non, quand on commence à sortir, soit acheter des aliments transformés, soit aller tout simplement au restaurant, ça va devenir plus compliqué, puisque du coup, il peut y avoir, donc, par contamination, des farines qui vont être présentes dans certains aliments. Le gluten va pouvoir être ajouté dans pas mal de sauces, par exemple, et donc il faut bien regarder au niveau des étiquettes. La même chose dans tous les plats cuisinés, en fait. Et ouais, on en trouve aussi beaucoup dans les charcuteries aussi, souvent. On peut en retrouver dans les charcuteries aussi, pour les mêmes raisons, et on peut même en retrouver jusqu'à dans son dentifrice. Dans le dentifrice, ouais. J'avais lu qu'on pouvait en retrouver dans le rouge à lèvres. Ah j'ai un peu moins de connaissances à ce sujet, mais peut-être, ouais. Mais c'est d'autant plus important d'être au courant pour éviter tout ça qu'il suffit d'un tout petit peu pour redéclencher la maladie, en fait. La dose admise qui a été bien étudiée est de l'ordre de 50 mg par jour. Et 50 mg par jour, c'est infime. Et donc, effectivement, c'est suffisant pour, en tout cas chez les gens les plus sensibles, mais probablement chez tout le monde, chez tous les cœliaques, suffire à redéclencher ou à maintenir une inflammation chronique dans l'intestin et qui, effectivement, est délétère. Et alors, est-ce que ça arrive souvent, ça, cette inflammation qui se maintient mal ? Voilà. Compte tenu de la difficulté du régime, effectivement, on admet aujourd'hui que près de 40% des patients gardent une muqueuse avec des signes d'inflammation chronique et une atrophie villositaire partielle, en tout cas, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, éventuellement 4 ans. Et d'où l'importance vraiment de pouvoir revoir les patients pour vérifier que leur régime est correctement suivi et les aider avec des consultations de diététiciens pour leur apprendre à dépister les erreurs. Très bien, d'où l'importance d'être bien suivi, on vient de le voir, d'autant que certains cas peuvent présenter de graves complications. Pour en parler, on est allé rendre visite au professeur Georgia Malamut à l'hôpital Cochin à Paris. Dans le service de gastro-entérologie de l'hôpital Cochin, la professeure Georgia Malamut prend en charge les patients souffrant de maladies inflammatoires chroniques intestinales, notamment la maladie cœliaque liée à l'intolérance au gluten. Comment se passe votre transit ? Écoutez, ça se passe bien si je respecte le régime. La maladie cœliaque de Christine a été découverte en 2005. C'est très embêtant parce qu'il faut toujours faire attention à ce qu'on mange. Moi qui suis gourmande, je ne peux pas manger de gâteau ou très peu, ou alors il faut les faire, quoi. Méridienne. Depuis, elle est suivie régulièrement. 50 mg de gluten, c'est-à-dire une miette de pain, suffit à induire des lésions intestinales. Et donc, malheureusement, cela peut nuire à la cicatrisation muqueuse. Pour Christine, tout va bien.
Mais dans 40% des cas, les lésions intestinales n'ont pas bien cicatrisé 5 ans après la pose du diagnostic. Pour la plupart d'entre eux, cela est dû à des erreurs dans le régime sans gluten. Donc le régime sans gluten est difficile à suivre, compliqué en collectivité, astreignant. Par ailleurs, le choix des aliments est difficile en grande surface et coûteux puisque 3 à 5 fois plus cher que les produits avec gluten. Lorsque les lésions ne s'améliorent pas, on peut se trouver face à des complications qui peuvent parfois mener à un cancer du système lymphatique. Il y a le type qui se présente comme une maladie auto-immune. Et dans ces cas-là, on est amené à proposer des traitements corticoïdes locaux, voire immunosuppresseurs. Et dans d'autres types, il peut s'agir carrément d'un lymphome de bas grade qu'il va falloir également surveiller, traiter pour éviter l'évolution vers le lymphome de haut grade intestinal. Autant de raisons pour se faire dépister. En cas de symptômes digestifs, même frustres, ou lorsqu'il y a des symptômes atypiques, ou une anémie, ne pas hésiter à dépister la maladie cœliaque tout d'abord par un test sérologique. Alors, sachant que 50 à 60% des cœliaques s'ignorent, est-ce qu'il faudrait faire un diagnostic systématique, Nadine? Alors, c'est une discussion qui agite beaucoup les spécialistes. Aujourd'hui, les recommandations sont en fait de dépister dès que c'est possible. C'est encore une fois, le dépistage repose sur un test sérologique, une simple prise de sang simple qu'il faut faire effectivement dès qu'il y a des facteurs de risque chez les apparentés, quand on a un apparenté qui a une maladie cœliaque. Ou quand on a des symptômes. Alors, est-ce que, du coup, l'absence de symptômes met à l'abri d'une complication ou pas? Non, l'absence de symptômes ne met pas à l'abri d'une complication. Et en fait, ces complications, effectivement, comme en a parlé Georgia Malamud, sont effectivement ces formes réfractaires qui se divisent globalement en deux sortes. Une autonomisation de la maladie sous forme d'une pseudo-maladie auto-immune de l'intestin, qui répond assez souvent aux corticoïdes. Et puis, dans les cas les plus graves, l'apparition de ces lymphomes qui évoluent d'abord à bas bruit, puis qui peuvent un jour devenir bruyants. Encore une fois, il faut rester peu alarmiste, puisque c'est quand même des complications très rares. Pas plus de 1% des patients vont développer ces complications. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux, du coup, Cédric, prévenir que guérir et éliminer complètement le gluten ? Pas forcément. Comme on a pu le voir, la plupart des gens ne vont pas être intolérants au gluten et ce serait vraiment dommage de se priver de nutriments qu'on peut avoir dans les produits céréaliers juste par principe de précaution. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme nutriments essentiels dont il ne faudrait pas se priver qui sont dans les céréales? Alors, dans les céréales, donc, on les consomme historiquement pour leur apport énergétique, donc évidemment pour l'amidon qu'ils contiennent et les glucides. Elles vont avoir aussi une présence de protéines qui va être assez importante, et notamment pour les régimes plus végétalisés. Et en termes de micronutriments, on va retrouver tout un tas de vitamines, notamment celles du groupe B, B1, B2, B3, B6, B9, les vitamines E aussi, et des minéraux comme le calcium, le fer, le magnésium, par exemple. Donc, non, pas de sans gluten pour ceux qui ne sont pas malades, d'autant que ces produits-là ne sont pas forcément nutritionnellement les plus intéressants. Eh bien non, puisque justement pour pallier à l'absence de gluten, on va être obligé d'ajouter des additifs pour retrouver la même structure. Si on veut retrouver un pain qui va avoir un aspect de pain sans le gluten, ça va être assez compliqué et du coup on va mettre plein d'additifs. Et on y rajoute aussi souvent des lipides et du sucre, ce qui fait qu'effectivement la charge glucidique et sur le plan métabolique, ces produits sont éventuellement moins bons que des produits avec du gluten. Et puis la clé réside peut-être aussi dans la recette. On en parle tout de suite avec Marie-Françoise Sanson, biochimiste à l'INRAE, l'Institut national de recherche sur l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Bonjour Marie-Françoise. Bonjour Elodie. Alors, avec vos collègues de l'INRAE, vous avez mené une étude de fond sur la digestibilité du gluten en fonction des farines utilisées et des modes de préparation. C'est une étude menée à l'initiative de producteurs. Oui Elodie, des producteurs en 2016, même peut-être un peu avant, des paysans qui avaient choisi d'être transformateurs sont venus nous chercher car ils voulaient pouvoir communiquer sur leurs produits et notamment
auprès de gens qui se déclaraient hypersensibles. Et ces gens-là trouvaient que les produits qu'ils achetaient chez les paysans leur convenaient mieux que les produits de l'industrie. Donc ils voulaient avoir, ces paysans transformateurs, des infos sur le gluten et est-ce qu'il était différent dans leurs produits que dans les produits industriels. Alors, différent dans les farines, ça c'était le point de départ. Et puis à partir de là, vous avez mis en place un protocole scientifique bien ficelé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez étudié? On est parti sur un projet de recherche participative. Et pour faire de la recherche, il faut avoir un protocole carré qui permette de vérifier nos hypothèses. Donc on est parti à partir de grains cultivés par ces paysans, des grains de variétés anciennes, et on a cherché à les comparer par rapport à des variétés modernes. On les a transformés en farine selon des procédés à la fois utilisés par ces paysans transformateurs, des farines produites sur meule de pierre. On a comparé avec des farines produites selon les méthodes industrielles, des moutures sur cylindre. Et on a regardé dans les produits de transformation, soit le pain et les pâtes, comment était ce gluten et comment il se digérait. Et alors, qu'est-ce que vous avez trouvé comme résultat? Alors, on a commencé par regarder l'effet de la variété, puisque ces paysans transformateurs ont en commun d'utiliser des variétés anciennes. Et on a montré qu'à partir du pain ou des pâtes alimentaires, on ne voyait pas de différence de digestibilité et de solubilité des protéines entre les variétés dites modernes et les variétés anciennes. Mais vous avez vu des différences autre part, par contre? Alors, on voit des différences autre part. Donc, on a comparé les procédés de transformation tels qu'ils sont utilisés par les paysans transformateurs, à savoir pour le pain, ils utilisent des farines bio, issues de moutures sur meule de pierre. Les paysans boulangers transforment leur farine en pain le plus souvent en utilisant des levains naturels. Ils font un pétrissage plutôt à la main, pas systématiquement. Ils utilisent des fermentations longues. À l'inverse, dans l'industrie, on a des farines issues de moutures sur cylindre, transformées, panifiées avec des levures commerciales, avec un pétrissage mécanique et une fermentation plutôt courte. Nos travaux montrent qu'on a des différences de solubilité des protéines et de digestibilité des protéines entre ces deux types de procédés. Et les protéines les plus digestes sont dans le procédé plutôt de type artisanal ou les procédés les plus, on va dire, doux. Ça donne des protéines de gluten qui sont plus solubles et plus faciles à digérer que les procédés industriels, c'est ça? Oui, effectivement. Dès lors qu'on utilise... Ce qu'on a montré, c'est que le choix de l'agent levant était important. On a une supériorité du levain sur la solubilité et la digestibilité des protéines par rapport à la levure commerciale et que la durée de fermentation aussi avait un impact important. Les fermentations longues donnent aussi plus de protéines. Et sur les pâtes, qu'est-ce que vous avez vu? Alors sur les pâtes, on a à peu près les mêmes résultats, mais il faut savoir que le procédé de pastification, en fait, il n'est pas très différent entre le procédé utilisé par les paysans transformateurs et celui utilisé par les industriels. Par contre, la différence entre les deux fabrications se situe plutôt au niveau du séchage. Les paysans transformateurs vont plutôt privilégier un séchage doux ou souvent à l'air libre, alors que les industriels, pour augmenter la cadence de production, ont des séchages courts à très haute température, au-delà de 90 degrés et au-delà de 90 degrés. Et donc, comme pour le pain, on montre qu'un traitement plutôt doux, comme notamment un séchage à basse température, va faire que l'on a plus de protéines solubles et aussi plus de protéines facilement digérées in vitro. D'accord. Il y a des suites à cette étude? Alors pour l'instant, nous n'avons pas continué, mais il y a d'autres travaux qui se poursuivent sur la même thématique. Catherine Ravel à INRAE Clermont-Ferrand a des projets en cours. Ses travaux ont montré un peu la même chose que nous, qu'on a des différences de digestibilité
au niveau des variétés, mais qu'on ne peut pas, là non plus, opposer les variétés qui ont été produites avant les années 60 et les variétés modernes après la Révolution verte. Et elle travaille notamment à essayer de trouver des marqueurs qui permettraient de dire si une variété a un potentiel, du moins, est potentiellement plus digestible qu'une autre, pour permettre d'aider les sélectionneurs à proposer des variétés qui seraient plus digestibles. Donc pas de différence flagrante entre anciens et récents. Par contre, on cherche la variété de céréales qui pourrait nous donner un gluten plus facile à digérer. Les travaux vont entre autres dans ce sens-là. D'accord. Voilà. J'espère qu'on trouvera bientôt. Moi aussi. Merci Marie-Françoise. Merci Hélène. Alors Cédric, vous qui êtes un grand habitué de nos étiquettes alimentaires, puisque vous avez travaillé sur le Nutri-Score, entre autres choses, ce que l'on mange pourrait-il nous rendre plus ou moins sensibles? Exactement. Et après, on peut essayer de varier son alimentation et mécaniquement, on aura moins d'apport de gluten. Plus on a une alimentation variée et plus on va piocher dans les autres groupes alimentaires. Il faut avoir une alimentation variée, équilibrée, qui est quand même la clé de plein d'arguments de la santé au finalement. global. Il est assez prouvé que l'alimentation est directement liée avec certaines pathologies, type diabète, diabète de type 2, maladie cardiovasculaire, cancer, etc. Alors, il y avait un autre conseil que vous m'aviez donné quand on préparait cette émission, où vous me parliez de l'assiette de Harvard. C'est quoi cette assiette qui nous aide un peu à composer un régime équilibré? Eh bien, assez simple, c'est que si on prend une assiette, tout simplement comme on a l'habitude d'en prendre, on va séparer cette assiette en différents compartiments. Il va y avoir une moitié en fruits et légumes, et ensuite, si on prend les 2 quarts suivants, il va y avoir un quart de protéines, avec plutôt des protéines entre guillemets santé, type légumineuses, œufs, poissons. Et en dernier, du coup, on va retrouver ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est des céréales, et plutôt des céréales complètes. Des fibres qui sont bonnes aussi pour le microbiote, on va pouvoir y revenir tout à l'heure. Et puis, important aussi de noter que c'est pas parce qu'on ne mange pas de gluten qu'on ne mange pas bien, hein, parce qu'en dehors des céréales, il y a encore quand même beaucoup de familles d'aliments très variés qui peuvent faire un régime complet. Il y a un nombre très considérable d'aliments naturellement sans gluten. On a dit les fruits, les légumes, la viande, le poisson, à condition qu'on ne mette pas une sauce dessus. Et encore, on peut faire une sauce à base de maïzena, et le maïs n'est pas toxique pour les patients. Et puis parmi les céréales, il y a quand même un grand choix de céréales disponibles pour compléter. Et on peut faire des gâteaux à base de farine de châtaigne, à base de toutes sortes de farines qui ne contiennent pas les céréales incriminées. Alors, on le voit, sur l'hypersensibilité, il reste encore quand même beaucoup d'inconnus sur les traitements de la maladie cœliaque aussi. Les chercheurs travaillent dur pour trouver des réponses. Dans le laboratoire de Nathalie Verniol à Toulouse, ils fabriquent pour cela des organoïdes. C'est des petits bouts d'intestin grêle. À Toulouse, dans le service de Nathalie Verniol, spécialisée en santé digestive, la recherche s'appuie sur les organoïdes. Alors un organoïde, ce sont des petites structures biologiques que l'on met en culture en 3 dimensions et qui reproduisent les fonctions d'un organe. Donc à partir d'une petite biopsie, on est capable d'aller isoler les cellules souches qui sont présentes à l'intérieur de ces biopsies. Et ces cellules souches, en fait, mises en culture dans les conditions favorables, vont reproduire cette structure en 3 dimensions d'épithélium intestinal. L'épithélium, c'est la couche cellulaire qui tapisse le tube intestinal. Car dans la maladie cœliaque, comme dans l'hypersensibilité au gluten, tout se joue dans cet épithélium intestinal. Alors pour explorer les origines de la maladie, mais aussi les traitements possibles, Nathalie Verniol et ses équipes travaillent sur des organoïdes intestinaux. On a littéralement des tissus humains sur lesquels on peut travailler, comprendre la pathologie et les mécanismes liés à la pathologie, par exemple. Dans la maladie cœliaque, comme dans l'hypersensibilité au gluten, on sait que par exemple, il y a des défauts de perméabilité. Les organoïdes vont nous permettre d'étudier ces défauts de perméabilité. De la même façon, dans la maladie cœliaque, par exemple, on sait que les tissus sont détruits par la réponse immunitaire et qu'ils doivent être donc reconstruits
Et les organoïdes peuvent nous permettre de mieux comprendre les mécanismes de réparation. Et donc, en utilisant des organoïdes, de patients cœliaques par exemple, on peut aller rechercher comment booster en quelque sorte la réparation de leur tissu. Ça, c'est mon lysabactérie. Ils peuvent aussi servir à faire des tests pour des médicaments, des nouveaux médicaments qui sont en développement, qu'on peut tester directement dans ces organoïdes. Par exemple, de traitements qui viseraient à séquestrer le gluten. Ils peuvent servir aussi à déterminer quel peut être le meilleur traitement pour un patient donné. Donc ça, c'est le futur de la médecine personnalisée, par exemple. Pour certains patients atteints de la maladie cœliaque, retirer le gluten de l'alimentation ne suffit pas. Dans ces cas-là, il faut étudier le rôle des enzymes de l'épithélium intestinal. Par exemple, au laboratoire, on travaille sur le rôle des protéases de l'épithélium. Les protéases, ce sont des enzymes qui vont couper les protéines. Et on sait aujourd'hui qu'elles ont un rôle dans la réparation. Elles peuvent soit freiner, soit accélérer, selon les protéases, la réparation de l'épithélium inflammatoire, comme c'est le cas dans la maladie cœliaque. D'ailleurs, des tests dans des modèles animaux ont démontré les effets positifs de ces enzymes contre les inflammations liées à la maladie cœliaque. Alors Nadine Serve-Bensussan, on l'a vu dans le reportage, des pistes de traitement, il y en a un grand nombre, mais il s'agit surtout de compléter le régime sans gluten. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se priver du régime sans gluten quand on est cœliaque, en tout cas. On a beaucoup espéré, enfin moi j'avais beaucoup espéré. En fait, c'est difficile. Et donc aujourd'hui, les différentes pistes qu'on a, qui consistent à essayer effectivement soit d'augmenter la digestion du gluten dans la lumière intestinale, soit éventuellement à bloquer la réponse immunitaire. Une piste en particulier, c'est ces bloqueurs de cette enzyme transglutaminase. Mais pour l'instant, on n'a pas la preuve définitive qu'ils sont suffisants. En tout cas, vraisemblablement, ils seront suffisants pour pallier à des petites contaminations, mais pas à une masse importante de gluten. Donc ces petites traces auxquelles on peut être exposé sans forcément le vouloir au quotidien. Et en fait, aujourd'hui, les essais cliniques se focalisent justement sur les patients qui ont des réparations incomplètes de leur muqueuse, et c'est la cible des essais cliniques aujourd'hui pour ces produits. Alors on a parlé tout à l'heure du microbiote. Est-ce qu'il pourrait détenir la réponse? Est-ce qu'on voit des altérations du microbiote déjà chez les personnes cœliaques? Alors c'est assez discuté parce que ce qui a été observé est extrêmement variable. Et puis en fait, quand on regarde le microbiote, on le regarde dans les selles. Et donc ça, c'est la boue la plus extrême de l'intestin. Alors que la maladie cœliaque, c'est quelque chose qui se passe dans la partie haute de l'intestin. Et aller chercher les bactéries qui sont dans la partie haute de l'intestin, c'est pas aussi simple que ça. Néanmoins, il y a effectivement des arguments pour penser que les bactéries qui sont dans l'intestin grêle en petit nombre pourraient jouer sur la digestion du gluten. Quand on a parlé du levain tout à l'heure et des levures, en fait, ces bactéries, ou ces levures qui sont plutôt des champignons, sont capables effectivement de digérer le gluten. Donc il y a effectivement des bactéries qui ont tendance à améliorer la digestion du gluten, et puis il y a quelques bactéries qui au contraire semblent favoriser la production de fragments qui sont plutôt vus par le système immunitaire. Donc c'est possible, mais pour l'instant c'est encore pas totalement compris. Et puis il y a aussi des pistes pour désensibiliser, comme on le ferait pour une allergie. Oui, il y a l'idée éventuellement, puisque c'est une réaction immunitaire, d'essayer de bloquer, d'épuiser cette réponse immunitaire. Éventuellement, pour l'instant, les essais qui ont été faits sont plutôt des échecs. Et donc, on a quand même aussi un peu peur d'activer de façon excessive la réponse immunitaire. Donc, pour l'instant... Et d'aggraver ces lésions, oui. Du coup. Et donc, pour l'instant, il y a eu des essais cliniques. Pour l'instant, ils n'ont pas fait la preuve de leur efficacité. D'accord. Et alors, ce lien entre microbiote et santé dont on parle, c'est justement un des prochains objectifs de votre équipe de recherche, Cédric? Exactement. Donc, au sein de l'étude Nutrinet Santé, qui est la principale étude de cohorte qu'on mène au sein de l'ERN, on est en train de développer un volet NutriGut, qui va permettre un peu de relever le microbiote des participants. Alors, gut, pour nos amis qui ne sont pas forcément anglophones, tout simplement c'est le ventre, en fait, c'est l'intestin. C'est même les tripes. Du coup, oui, donc on va tout simplement essayer d'établir un pont entre leur microbiote, leur santé et leur alimentation. Oui, parce qu'il y a des données que vous avez déjà, en fait, dans Nutrinet Santé. Vous savez déjà comparer l'alimentation avec plein de paramètres, les paramètres de santé des gens. Et en fait, ce serait rajouter une couche de compréhension, enfin une couche de données supplémentaires, qui est le microbiote de chacun de ces individus.
Adeline. Et alors cette nouvelle couche de compréhension, ce nouvel étage de données, on peut espérer l'avoir pour quand? Eh bien, c'est en cours. Du coup, après le temps qu'on récolte les informations, on a en général plusieurs années d'analyse. Donc ce sera d'ici quelques années. Très bien, et on se retrouve alors dans quelques années pour voir les résultats et reparler de tout ça. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci Nadine Serve-Bensusan et Cédric Agaès pour vos réponses. Merci à Marie-Françoise Sanson d'avoir également accepté notre invitation, à Nathalie Vergnol et Georgia Malamud d'avoir accueilli nos reportages. Merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis pour cette nouvelle édition de 30 minutes santé. Merci à Samia Saya à l'initiative de cette émission et à l'INSERM et à toute l'équipe de production pour la réalisation.